Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre. Nous sommes sur ce plateau pour découvrir ensemble l'extraordinaire défi qu'a représenté la construction de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. Il faut dire que c'est tout simplement le plus grand chantier ferroviaire d'Europe. À la manœuvre, un groupement piloté par Vinci et en plateau pour évoquer ce projet, sa réussite. Nos invités qu'on va tout de suite présenter. D'abord, on va se tourner vers vous, Éric Leleu. Vous êtes le DRH de Cosea, le concepteur, le constructeur de cette ligne à grande vitesse. Aymeric Molin, vous étiez à l'époque le chargé de mission auprès du préfet de région. Et puis, à côté de vous, Dominique Morin, vous étiez sur ce projet le directeur régional Pôle emploi Poitou-Charentes. Et vous avez pris votre part à la réussite de ce projet qu'on va aller voir tout de suite en images avec quelques chiffres à retenir. Et on en reparle juste après. Actée en 2011, la ligne ferroviaire à grande vitesse Tours-Bordeaux met désormais Paris à 2 heures de la métropole aquitaine. Dès juillet 2017, plus de 18 millions de voyageurs emprunteront chaque année cet axe essentiel de la future mobilité européenne. En 3 ans, 31 200 plans d'exécution ont été réalisés, 39 millions de mètres cubes de remblais déplacés, 100 000 tonnes d'armature ou encore 1,1 million de traverses ont été posées pour réaliser les 340 km de voies nouvelles. Un chantier hors norme à travers 113 communes, 6 départements et 3 régions qui a mobilisé jusqu'à 8 500 collaborateurs. Un chantier exemplaire qui a respecté les coûts et les délais et qui n'a eu à déplorer aucun accident avec séquelles graves. Avec un budget de 7,8 milliards d'euros, la LGV Sud-Europe Atlantique est le plus important partenariat public-privé jamais signé en France. Voilà des chiffres impressionnants. Éric Leleu, vos défis, ils étaient à la hauteur. Écoutez, oui, les défis étaient à la hauteur des chiffres que vous venez d'entendre, notamment quand vous avez entendu le volume de terre qui a été déplacé. Concrètement, c'est comme si on avait déplacé 2 Mont-Saint-Michel. Et les défis en ressources humaines étaient à la hauteur de ces chiffres. Et les défis en ressources humaines étaient au nombre de 3, qualité, quantité et délai. Quantité, c'est des centaines de salariés à apporter en ressources au projet. Qualité, c'est les amener formés et prêts à exercer un métier qu'ils n'exerçaient pas auparavant. Et délai, c'est les apporter au bon moment du planning du chantier. Et puis, défi dans le défi, c'est un partenariat public-privé. Ça veut dire qu'il faut travailler avec les services de l'État pour atteindre ses objectifs tout en respectant les règles. C'est pas toujours simple. C'était une volonté, dès le départ du projet, de faire évoluer ce partenariat public-privé vers une autre acception que la seule acception financière et de l'amener dans une connotation et un environnement complètement humain. Voilà qui nous amène à nous pencher sur l'emploi et sur la façon dont il a été géré sur ce chantier. Explication d'abord en images. Avec 500 collaborateurs en 2011, 5000 en 2012 et 9000 en 2013, le chantier de la LGV Tours-Bordeaux a été un défi exceptionnel en termes de gestion des ressources humaines. 2000 collaborateurs locaux ont été recrutés et se sont ajoutés aux 6500 salariés des 1000 entreprises partenaires. 300 000 heures de formation ont été dispensées et l'objectif initial d'insertion a été doublé pour atteindre plus de 20%. Au total, 37 millions d'heures travaillées, 50 000 journées hommes pour accomplir cette tâche hors du commun dans les meilleures conditions. Éric Leleu, pourquoi privilégier le territoire ? Vous ne pouvez pas causer des nuisances pendant des années par des expropriations, par du bruit, par de la salissure, etc., sans essayer d'en trouver des contreparties et une manière de compenser ces nuisances. En quelque sorte, l'humain est une mesure compensatoire en elle-même. Et donc, le parti pris que nous avons choisi, dès le début de ce projet, c'est de faire profiter le territoire en recrutant la ressource humaine nécessaire pour ce projet sur le territoire, des femmes et des hommes, de Tours à Bordeaux. Avec un intérêt quand même, parce que ça revient à moins cher qu'un intérimaire. Et puis, comment on fait pour des formations ? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas forcément les connaissances au départ. Avec un intérêt d'abord d'avoir des gens qui sont locaux, et donc qui n'ont pas à se déplacer ou quoi que ce soit, donc qui sont là. Et puis, on a toujours tout fait pour qu'il y ait une proximité entre le lieu de formation, le domicile et le travail, ce qui est un gage de réussite pendant la formation et ce qui est un gage de présentéisme pendant les projets. Ça nous a amené à mettre les lieux de formation au plus près de la ligne. Et c'est comme ça qu'on a quasiment eu
aucun échec, ou quasiment aucun, vu qu'on a inversé la stat nationale. Vous savez, quand vous faites des choses comme ça, habituellement, la stat nationale, c'est que vous en prenez 10, vous en perdez 9, vous en gardez 1. Là, on en a pris 10, on a perdu 1, on en a gardé 9. Voilà. Et ça, c'était avec l'aide de Dominique Morin, le directeur régional de Pôle emploi pour toute la région Poitou-Charentes que vous étiez à l'époque. Quels moyens avez-vous mis en place pour ce recrutement ? Alors, compte tenu à la fois des enjeux en termes de volume de personnes à recruter, mais aussi en termes de délai, j'ai souhaité spécialiser une équipe d'une quinzaine de conseillers qui étaient entièrement dédiés à cette problématique. Je souhaitais avoir une garantie de réactivité, mais je souhaitais aussi qu'ils soient au plus près, entre guillemets, d'expression des besoins de COSEA, d'une part, et que par ailleurs, d'une certaine manière, ils baignent dans la culture de l'entreprise. Et c'est pour cela qu'en concertation avec Eric, ils ont été positionnés, pour certains, dans les locaux même de la direction de projet à Poitiers, et pour les autres, tout au long du tracé, auprès des équipes RH qui recrutaient. Et pour ce recrutement, vos priorités, quelles étaient-elles ? La première priorité, c'était faire en sorte que ceux qui en ont le plus besoin profitent de cette aubaine. C'était la première chose, et notamment tout ce qui est bien évidemment public en difficulté, bénéficiaires de minima sociaux, chômeurs de longue durée. La deuxième priorité, c'était la question de la mixité, et en particulier piétiner un peu les représentations qu'on a sur certains métiers qui ne seraient pas accessibles aux femmes. Je pense notamment, c'était le plus emblématique sur le chantier, aux conducteurs d'engins sur lesquels on a recruté finalement et réussi à positionner plus d'une centaine de femmes. Et la troisième problématique, c'est celle de la proximité des recrutements, parce que quand on s'adresse en particulier à des personnes en difficulté, en voie de désocialisation, leur demander de se déplacer de 30 ou 50 km pour occuper des emplois, il n'y a parfois même pas de véhicule dans la famille, donc on voulait vraiment un recrutement, entre guillemets, en proximité de la ressource humaine. Comment a été organisée une vague de recrutement aussi massive ? Nous avons organisé des informations collectives, à l'occasion desquelles nous avons invité 4000 demandeurs d'emploi. 2500 d'entre eux se sont présentés, ce qui est un taux de réponse qui plus est en juillet et en août extrêmement satisfaisant. 2000 d'entre eux ont été retenus pour des entretiens et enfin, in fine, 1500 ont été recrutés. Ces informations collectives, elles étaient co-animées par des collaborateurs de Pôle emploi et par des salariés de COSEA pour que, entre demandeurs d'emploi, puissent avoir affaire à un parler vrai de l'entreprise sur la réalité des métiers qu'ils allaient rencontrer, sur les possibilités d'évolution au sein de l'entreprise, etc. Et je crois que ça, c'est un des principaux facteurs de réussite de ces informations collectives. Éric Leleu, ce que Dominique vient d'évoquer pour le terrassement, quand on en vient en ferroviaire, on est 2 ans plus tard, la méthode a fonctionné, vous reprenez la même. Écoutez, je vais peut-être vous décevoir, mais la réponse est non. On ne reprend pas la même. Pourquoi on ne reprend pas la même ? On ne reprend pas la même parce que la ressource, elle est là. Vous avez des centaines d'ouvriers, de femmes et d'hommes qui ont été formés pour le terrassement et le génie civil, et donc qui ont été formés, entre autres, dans les compétences périphériques, à la qualité, à la sécurité, au respect des règles environnementales et à la productivité. Écoutez, c'est énorme. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est leur apprendre une technicité. Et donc, on a installé 2 plateformes de formation. On a été chercher notre ressource dans la ressource qui venait ou qui terminait un peu à la fois le génie civil, en passant à un moment donné par la case Pôle emploi, ne fût-ce que pour les processus de formation auxquels Dominique a encore apporté sa pierre. Et c'est à ce moment-là qu'après formation, ils sont arrivés sur la phase ferroviaire. Il n'y a pas eu de batterie de test, il y a eu simplement une détection d'une envie de commencer une aventure avec le génie civil et de poursuivre l'aventure avec le ferroviaire. Et ceux qui avaient envie passaient donc par la case formation avec vos services, Dominique Morin. Gros volume d'heures, comment on gère autant d'heures de formation ? Mais une fois encore un partenariat là pour le coup COSEA, Pôle emploi bien évidemment, mais Conseil régional, AFPA. Et bien évidemment l'OPCA, financeur de branche de la construction, qui est Constructis, sachant que la répartition des rôles entre ces différents acteurs se faisait de la manière suivante. L'AFPA s'occupait de tout ce qui était formation qualifiante débouchant sur des titres, et quant à Pôle emploi, nous prenions en charge la mobilisation des financements pour les heures pédagogiques, mais aussi pour la rémunération des stagiaires, sur un dispositif de formation plus court qui s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. L'ensemble de la mobilisation de ces acteurs nous a permis de réaliser en 6 mois plus de 300 000 heures de formation. Et illustration de cette réussite humaine avec le témoignage d'un ancien salarié de COSEA qui a retrouvé un emploi. Regardez, écoutez.
Je vais te donner le vecteur de 179. Je m'appelle Cédric Valère, j'ai 35 ans. Je suis donc à la base de Méséa en tant que mateur voix caténaire. Pour le raccordement, ça roule à quelle vitesse? Là, on a commencé cette semaine donc les modules de perfectionnement voix et appareil de voix. J'ai fait tout le chantier, je suis rentré donc en 2012 en tant que conducteur d'engin. On remuait la terre un peu partout pour faire tout ce qui était déblai, remblai pour construire la ligne. Moi, je pensais que quand on est arrivé sur la fin du terrassement, que ça allait être fini. Et puis en fin de compte, j'ai eu la chance de pouvoir continuer justement dans le ferro. J'ai eu une offre qui est apparue sur Pôle emploi. Il y avait des places qui étaient libres donc pour être agent d'accompagnement ou encore d'autres métiers de la voix. J'ai essayé, je me suis dit pourquoi pas. Et puis en fin de compte, plus j'ai avancé, plus je suis allé aux réunions d'information, plus ça m'intéressait. J'ai été retenu et on m'a donc reformé en POE et j'ai incorporé par la suite la société TSO au groupement Cosea. Avant 2012, donc j'étais chef de service en sécurité incendie. J'ai quitté mon poste suite à des problèmes personnels. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sélections pour arriver jusqu'à Méséa et j'ai eu la chance de pouvoir y arriver. Ma formation se finira donc au mois de juin et à partir de juillet, donc le 2 juillet, la ligne sera en exploitation. J'ai réussi à monter la voie et maintenant je vais faire son entretien jusqu'à la fin, normalement, si c'est possible. D'avoir un boulot pérenne, oui, c'est important. Pour moi, c'était une très bonne surprise, c'était une très belle continuité et je suis très heureux d'être ici. Éric Leleussat, c'est une belle histoire. Où en êtes-vous en termes de vos engagements pour ce qui est des redéploiements? C'est très bien que vous employiez le terme, parce qu'il s'agit bien d'un redéploiement, il ne s'agit pas d'une démobilisation. Eh bien, ce redéploiement, il a continué pour 75% des gens que nous avons libérés du génie civil terrassement, c'est-à-dire 75% de 1500 contrats durée de chantier. Et cette histoire, elle a continué pour plus de 70% des gens que nous avons libérés du ferroviaire, c'est-à-dire plus de 70% de 7 à 800 personnes. 70% de redéploiement. Je vous pose la question, Dominique Morin, c'est un beau chiffre, ça? C'est un chiffre assez remarquable. La moyenne habituelle se situe plutôt aux alentours de 20 à 25% de repositionnement. Et Aymeric Molin, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est le résultat d'un partenariat complet, bien pensé, qui a su aussi se construire au fur et à mesure des expériences. Et pour ce faire, il y avait un guichet unique qui a été mis en place. Aymeric Molin, quel était l'objectif? Le préfet voulait que l'entreprise, le chantier, ait un interlocuteur unique sur l'ensemble des autorisations, que ce soit dans l'environnement, dans l'urbanisme, en archéologie, dans le domaine de l'emploi, sur les 6 départements, les 3 régions. Et pour cela, il fallait coordonner l'ensemble des services instructeurs de ces autorisations. Et donc, il a souhaité avoir auprès de lui quelqu'un qui ait cette mission de coordonner l'ensemble des services de l'État pour répondre aux attentes du constructeur et en même temps pour avoir une vision globale en permanence et éclairer ses choix. Et cette personne, c'était donc vous. Le but, c'était de fluidifier le projet. Voilà, c'était de le fluidifier pour respecter un délai qui était fixé par le président de la République dans la réalisation et dans le contrat de concession et également ne pas déraper sur les coûts du projet. Aymeric Molin, quelles ont été vos relations avec le constructeur? Et en fait, tout au long du chantier, surtout au début, on a eu un certain nombre de témoignages d'acteurs sur le long du chantier. Ils nous ont fait part de remontées négatives, d'informations que l'on a systématiquement vérifiées. Et jamais le constructeur n'a été dans une situation où on a pu le prendre en défaut. Donc on a établi finalement une relation de confiance au départ. Et il y a quand même plusieurs préfets qui se sont succédés sur ce chantier, y compris la préfète Elisabeth Borne, qui, quand elle est arrivée, a souhaité faire un certain nombre de vérifications sur l'origine des salariés sur le chantier et a pu se forger une opinion qui a fait générer avec le constructeur une relation de confiance. Un bel exemple de concertation. Autre exemple de concertation sur un terrain qui est souvent matière à blocage. On va parler des questions environnementales et c'est avec ce reportage. Regardez. Grand chantier post-Grenelle de l'environnement, la construction de la LGV Tours-Bordeaux a dû prendre en compte de nombreux facteurs écologiques. Ils se traduiront à terme par 1350 hectares de reboisement, la restauration de 22 km de cours d'eau et par la mise en place de près de 3500 hectares de compensation. Lorsqu'un dégât est inévitable, l'entreprise responsable du chantier doit investir à proximité sur un site porteur où elle peut apporter une plus-value qui remplace le dommage créé. Pour identifier ces zones à favoriser et mettre en place les mesures, Cosea a travaillé avec des partenaires locaux comme Poitou-Charentes Nature, la Fédération de pêche ou encore les chambres d'agriculture. Ces investissements importants ont permis de créer des frayères à brochets ou d'étendre des zones humides et plus généralement de renforcer l'habitat naturel de très nombreuses espèces. Parmi les heureux bénéficiaires,
des chauves-souris, des amphibiens, quelques insectes xylophages et une nuée d'oiseaux. Assumer cette responsabilité environnementale en harmonie avec les autres engagements du chantier a été un des plus grands défis de cette construction. Aymeric Molin, on voit le chantier, ses difficultés. Comment vous vous êtes engagé personnellement pour faire avancer les choses? Et en fait, il y avait un grand nombre d'autorisations à délivrer. Au début, la machine administrative qui devait délivrer toutes ces autorisations n'était pas du tout dans le tempo du chantier, n'a pas pu répondre en termes de calendrier. Donc, comme il y avait un objectif de réussite, parce que c'était un projet porté par le président de la République, nous devions réussir la mise en route. Et donc, je me suis impliqué moi-même pour produire les arrêtés qui permettaient de libérer les emprises au début du chantier. Mais en cas de non-démarrage, qu'est-ce qui se passait? En fait, la machine de formation des salariés et de recrutement en local était en route, donc les salariés allaient arriver sur le chantier. Pour autant, sans libération des emprises, il n'y avait pas possibilité de les mobiliser sur les travaux de terrassement qu'ils devaient conduire. Donc on se serait trouvé à une situation où beaucoup de salariés relevant de l'insertion, parfois étant très éloignés de l'emploi, auraient été mobilisés sur ce chantier sans pouvoir exercer ce pourquoi ils étaient formés. Sans pouvoir travailler. Du coup, le préfet de région a pris une décision. Et donc voilà, ces gens-là n'auraient pas été employés et ça aurait été une catastrophe qu'on n'aurait pas su gérer. Donc le préfet a décidé de donner ces autorisations pour que le chantier puisse démarrer au plus vite, ce qui nous a permis de gagner 1 an sur le chantier. J'ai notamment en tête la découverte d'une espèce protégée non identifiée au niveau de Plibou, c'est-à-dire au nord d'Angoulême, si mes souvenirs sont bons, ou voilà, dans les Deux-Sèvres. Et cette découverte d'une espèce protégée non identifiée a arrêté le chantier et c'était humainement une catastrophe. On a eu des cas de risque d'immolation par le feu à régler parce que les gens étaient désespérés. C'était un tronçon de 50 km qui était bloqué par rapport à un individu de l'espèce Triton de Blasius qui avait été trouvé à Plibou. Et la solution, elle est venue de cet arrêté du préfet de région, cette dérogation. Absolument. Éric Leleu, vous revendiquez ce qu'on appelle une gestion humaniste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça recouvre, ce terme? Vous ne pouvez pas faire bien ce métier de ressources humaines si vous n'aimez pas les gens. Et quand vous aimez l'autre, vous en occupez. Voilà. Et puis avec des chiffres qui sont quand même importants. 9500 salariés répartis sur 340 km. Comment on s'y prend concrètement? C'est un groupement qui est mené par Vinci. Et la culture Vinci, c'est de ramener les choses au plus près du terrain, quasiment à la taille de la business unit. Donc ces 300 km ont été découpés. Ils ont été découpés, en gros, pour faire simple, en tronçons de 25 km. Tout simplement parce que 25 km, c'est humainement ce qu'un patron de chantier peut faire par jour pour couvrir tout son territoire. Et vous, votre rôle sur le chantier, quel était-il? Où tous les salariés étaient portés par les entreprises associées. Moi, j'avais pas de salariés en propre, etc. Donc c'est un rôle de facilitateur, d'animateur, et en permanence de ramener tout le monde sur la notion d'esprit d'équipe. Et que les gens oublient quelque part, pendant le temps du projet, leur appartenance à leur société d'origine, et soient sur le projet comme des causéas à part entière, et partageant l'état d'esprit COSEA. Et l'état d'esprit qui anime l'esprit d'équipe, comment il a été mis en place, initié dans le projet? Le fait qu'on était là pour 6 ans nous permettait de gérer ce projet comme si c'était une entreprise ad vitam aeternam. Et donc, le management d'un premier cercle de comité de direction, d'un comité de coordination, des conventions avec les cadres. Donc un rôle des managers très important. Un rôle des managers qui est essentiel, et partageant tous la même vision et les mêmes valeurs, et étant d'accord tous sur les mêmes postures à avoir pour conduire le chantier à la victoire. Éric Leleu, est-ce que tout ça, ça a été utile dans la gestion des risques? Bien sûr que oui, ça a été utile dans la gestion des risques. Vous ne pouvez pas, comme nous l'avons fait pendant tout cet échange, parler des femmes et des hommes du projet sans avoir en permanence en tête le souci de l'intégrité physique de ces femmes et de ces hommes. Donc les moyens qui ont été mis en termes de prévention de l'accident du travail ont été énormes sur ce projet, à tout point de vue. Il y a eu des jours où le chantier a été totalement arrêté, de Tours à Bordeaux, et où il y avait des groupes de travail partout qui ne réfléchissaient que sur des problèmes de prévention d'accidents du travail. Dans tous les comités de direction qui ont pu se passer tout le long de la ligne ou en direction de projet, on démarrait par la prévention, parce que c'est notre première préoccupation. Ouais. On termine ce projet avec 34 ou 35 millions d'heures de travail et on ne déplore aucun accident mortel.
Éric, si vous deviez résumer les enseignements de ce chantier. Ce qu'il faut retenir de ce projet, c'est toutes les manières de faire que ce ne soit pas qu'un montage financier, que ce soit un projet qui rapproche le public et le privé, avec des hommes et des femmes qui apprennent à se connaître, qui apprennent à se comprendre, et grâce à cela, d'avoir rendu un territoire heureux et fier pendant plusieurs années. Vos enseignements, Aymeric? Ce chantier est une réussite, c'est comme ça qu'on l'a vécu au sein des services de l'État. La ministre en charge de l'écologie à l'époque en a témoigné. Il n'y a pas eu du tout de manifestation d'opposition au projet, aucune zone à défendre qui ont été mises en place sur le chantier. Lorsque l'entreprise fait les gestes d'apporter des preuves de confiance, l'État peut accompagner des grands projets tout en respectant parfaitement la réglementation. Et le préfet Yves Dassonville avait un terme pour résumer cela, c'était une posture de censeur bienveillant. C'est-à-dire que l'on respecte parfaitement la réglementation, on évite tout dérapage, et en même temps, on est là pour accompagner, conseiller et faire en sorte que le projet réussisse, parce qu'au final, c'est un projet pour le pays. Et vous, Dominique Morin? Je crois que c'est un des meilleurs souvenirs professionnels de ma carrière. Si je devais faire un peu de nombrilisme, moi, ma conclusion, ce serait de dire que les conseillers de Pôle emploi ne sont jamais aussi bons que quand ils marchent sur leurs deux jambes. Le conseil aux demandeurs d'emploi, mais aussi l'écoute attentive et au plus près des besoins des entreprises. Le deuxième élément, c'est d'avoir réussi, après des périodes de galère, à remettre un grand nombre de personnes complètement cabossées par la vie au travail. Et puis le troisième souvenir, quitte à faire rougir Éric, c'est la capacité que ce garçon a de déclencher des synergies. Parce que le travail de partenariat qui a été réalisé, Éric en a quand même souvent été l'artisan, avec un extraordinaire professionnalisme, mais aussi avec beaucoup d'humanité, sans parler de la convivialité. Éric Leleu, est-ce que ce chantier, ce sera le mot de la fin, il peut être un exemple pour tout le groupe Vinci sur la façon de procéder, d'anticiper et de réaliser? C'est une question qu'on m'a souvent posée. En me disant, tout ça, vous avez pu le faire parce que c'est un grand projet. La réponse est clairement non. Quasiment tout ce qu'on a pu faire sur ce projet est duplicable, simplement sur le principe que qui peut le plus, peut le moins. Donc ce qu'on a fait peut être complètement adapté à un grand chantier en centre-ville. Sur l'état d'esprit, à partir du moment où vous partagez l'idée et la philosophie que le bien-être au travail, c'est un gage de travail de qualité et en productivité, dans toutes les business units de Vinci, on peut cultiver le bien-être au travail. Merci Éric Leleu pour vos explications. Merci à tous les trois. Des explications qu'on peut d'ailleurs retrouver sur Internet, sur le site Internet dédié à ce chantier, cette réussite, ce bel exemple. Merci d'avoir été avec nous pour en parler.